Aujourd'hui, l'île Maurice, c'est d'abord un immense champ de canne. Et le sucre est l'une des principales ressources de l'île. À tel point que chaque année, pour marquer le début de la coupe, une cérémonie est célébrée en l'honneur de Sa Majesté la canne. Bon Dieu, nous disons d'abord merci. Merci pour le bel climat qui vous fait dans nous, pour faire nos cannes pousser. La coupe a lieu chaque année de juin à décembre. Aujourd'hui, la moitié de la superficie de l'île est plantée de canne. La production annuelle de sucre est de 700 000 tonnes. Jamais les Hollandais n'auraient pu se douter d'une telle évolution. Après le départ des Hollandais, l'île Maurice est à nouveau une île déserte. Mais sa situation stratégique sur la route des Indes attire les Français. Et 5 ans plus tard, en 1715, Guillaume Dufresne en prend possession au nom du roi et la nomme Île-de-France. Les premiers colons français aborderont l'île en 1721 à bord de 2 navires venus de Groix et après 9 mois d'un terrible voyage. Quand vous prenez le journal de bord de la Diane et de la Talente, c'était les 2 bateaux qui ont conduit ici ce qu'on appelait l'expédition française. Et vous voyez dans la marge des petites croix. Et à côté, mort un soldat, mort une femme de soldat, mort Madame X. Parfois c'était des anonymes, mais parfois on mettait le nom aussi. Alors ils sont arrivés à combien finalement à l'Île-de-France? Les femmes, elles se sont embarquées elles étaient 20 quand elles se sont embarquées, elles sont arrivées 11 ici. Les soldats, ils étaient 210 hommes. Je crois qu'il y a 67 ou 69 qui sont arrivés. Ces hommes et ces femmes étaient venus de Normandie et de Bretagne dans le dénuement le plus total. Période difficile que ce début de colonisation, l'Île-de-France, tout comme sa voisine l'île Bourbon, est éloignée de la métropole, les liaisons maritimes sont rares et incertaines. Principaux problèmes, le ravitaillement et la solitude. Pourtant, la petite colonie française réussit à s'organiser, on construit des habitations, on fait venir d'Afrique les premiers esclaves. Mais il faudra attendre l'arrivée de Mahe de la Bourdonnais pour que l'Île-de-France devienne un véritable pays moderne. C'est en 1735 que ce Malouin est nommé gouverneur général des Îles-de-France et Bourbon. Son rôle, sa personnalité vont définitivement marquer l'histoire de l'île. À la fois soldat, marin et administrateur, il va doter l'Île-de-France d'une véritable capitale, Port-Louis. D'un bourg, il fait une ville, il construit l'hôtel du gouvernement, il fait de la canne une véritable industrie et crée la première sucrerie. Enfin, d'une petite baie marécageuse, il fait un véritable port. C'est aujourd'hui toujours le seul port de l'île, un port au cœur de la ville qui accueille plus de 600 navires par an. L'île Maurice importe la majeure partie de ses denrées alimentaires et pratiquement toutes ses matières premières. À l'exportation, bien sûr, et encore, le sucre, mais pas seulement. Et ça, c'est nouveau. Il suffit, pour s'en apercevoir, d'observer l'évolution du trafic des containers. Le trafic des containers a augmenté d'une année à l'autre de l'ordre de 32%. Passant de 26 000 TUs, comme on appelle, donc l'unité, à 36 000, ce qui est quand même une augmentation considérable. Et ça, c'est l'impact direct de l'augmentation des opérations de la zone franche. Zone franche, un mot que Mahe de la Bourdonnais n'aurait pas pu inventer. Il s'est battu pour doter l'île d'une véritable industrie sucrière. Des milliers de Noirs ont été amenés d'Afrique pour travailler comme esclaves dans les champs de canne. Mais aujourd'hui, le gouvernement mauricien a compris les dangers d'une économie entièrement basée sur le sucre et a créé ces zones franches, des entreprises dotées d'avantages fiscaux et tournées exclusivement vers l'exportation.
C'est ainsi que Maurice, un pays où il ne fait jamais froid, est devenu l'un des plus grands fabricants mondiaux de pullovers. Un autre exemple, ici, on fabrique en usine des maquettes de bateaux, non pour respecter une quelconque tradition, mais pour satisfaire des touristes fortunés. Une main-d'œuvre très habile, des salaires très bas, les zones franches sont devenues la première source de revenus de l'île. N'en déplaise à Sa Majesté la Canne, Maurice risque bien de devenir un mini-Singapour. Mais le gouvernement mise également sur un autre élément de diversification, le tourisme. Et là, l'histoire et le hasard va lui donner un sérieux coup de pouce. 17 août 1744, le Saint-Géran, un navire qui avait quitté l'Orient 5 mois plus tôt, arrive en vue des côtes de l'île de France et fait naufrage ici même, au nord-est de l'île. Un fait divers finalement banal à cette époque, si ce n'est que 24 ans plus tard, Bernardin de Saint-Pierre va en tirer un roman dont on n'a pas fini de parler, Paul et Virginie. Deux enfants qui ont grandi ensemble dans le décor paradisiaque de l'île de France. Deux enfants qui s'aiment, l'inévitable séparation, l'amour qui triomphe et les retrouvailles tragiques. Virginie meurt noyée dans le naufrage du Saint-Géran, sous les yeux de Paul qui, bien sûr, va mourir de chagrin. Le tout, évidemment, dans un décor d'apocalypse. Contrairement aux images qui montrent un navire battu par la tempête, c'est surtout une erreur de navigation, une négligence que le Saint-Géran, n'est-ce pas, a fait naufrage. Il était arrivé trop tard pour entrer dans le port Louis, et le capitaine avait décidé donc de louvoyer le long de la côte. Le temps était beau, il y avait une belle lune, et par négligence, par excès de confiance de la part du responsable, le navire a dérivé sur les récifs, et lorsqu'il a talonné les récifs, il était déjà trop tard pour en sortir. Bernardin de Saint-Pierre était certainement notre premier agent de voyage. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains touristes qui viennent à l'île Maurice et qui se mettent en quête de Paul et Virginie. De Paul et Virginie, sur l'île Maurice, ils ne trouveront que cette statue. Il n'empêche que l'on va s'attendrir beaucoup plus sur la mort imaginaire de Virginie que sur la mort bien réelle des passagers du Saint-Géran. Et certains touristes vont même chercher ici, dans ce jardin, la tombe de Paul et Virginie. En tout cas, le formidable succès de ce livre, il sera traduit dans 14 langues, va donner au monde entier une image idyllique de l'île Maurice. Si l'on en croit Bernardin de Saint-Pierre, qui a séjourné 2 ans sur l'île, le paradis, c'est ici. Voilà comment un chef-d'œuvre du romantisme exotique peut devenir le plus efficace des dépliants touristiques. Après les zones franches, après le sucre, le tourisme est aujourd'hui la 3e ressource de l'île. 150 000 visiteurs par an, plus de 4 000 lits, des projets hôteliers qui se multiplient. Il faut dire que Maurice correspond à un certain nombre de clichés. Climat idéal, guirlandes de récifs, massifs de coraux, lagons paisibles et plages de sable fin. Mais tout le problème est de savoir jusqu'où on peut aller sans abîmer l'âme d'un pays. Nous voulons doubler le nombre de touristes et nous arrêter là. Nous voulons profiter des erreurs qu'ont commises certains pays que je ne vais pas nommer, mais où le tourisme a détruit la personnalité de l'individu à tel point qu'aujourd'hui ils sont devenus mécontents, ils sont devenus insolents,
Tandis qu'à Maurice, c'est encore un des seuls pays où vous êtes accueillis aimablement, où on vous répond gentiment, ou si vous demandez votre chemin, on pousse la gentillesse jusqu'à vous accompagner jusqu'au lieu où vous voulez aller. Et je veux que ça reste comme ça. Pourtant, les touristes sont pratiquement parqués dans les hôtels luxueux du nord-ouest de l'île. Ils n'ont aucun contact avec la population locale, sauf, peut-être, avec le marchand de coquillages. 15 août 1810, attention, le destin de l'île de France peut basculer. Les Anglais veulent en finir avec ce repère de corsaires qui gêne le commerce sur la route des Indes. Ils ont déjà pris Bourbon, c'est maintenant au tour de l'île de France. Le combat est engagé dans la baie de Grand-Port et, surprise, il tournera à l'avantage des Français. Seulement voilà, si ce jour-là la France a gagné une bataille, elle va perdre la guerre. Le 30 novembre de la même année, les Anglais débarquent au nord de l'île. Ils ne rencontreront aucune résistance. En 1815, l'île passe officiellement sous tutelle anglaise et redevient île Maurice. Mais les Anglais acceptent de respecter la langue et les coutumes des habitants. Les Anglais n'ont jamais colonisé l'île. Ils l'ont administrée, tandis que les Français ont colonisé l'île. Et vous voyez, n'est-ce pas, la résonance française des noms, par exemple. En 1827, l'anglais est pourtant décrété langue officielle, mais rien n'y fait. Flic-en-Flac, Bambou, Cure-Pipe, Trou-aux-Biches, ce sont toujours aujourd'hui les noms des villes et des villages de Maurice. Ça, c'est le génie mauricien, c'est la magie du pays. Sur papier, c'est en anglais qu'on devrait enseigner les enfants dans les premières classes, mais depuis tout le temps, malgré toutes les lois, toutes les législations, c'est toujours en français qu'on le fait. Ils ont laissé certaines habitudes, comme le thé, le encore le bridge peut-être, je sais pas. Est-ce que le bridge est un jeu français? Non, c'est un jeu anglais, le bridge. Je crois que c'est un jeu anglais. Le cricket, ils ont laissé. Et la conduite à gauche. Et la conduite à gauche, il ne faut pas oublier. Je me demande si Maurice n'est pas le seul pays où on conduit à gauche, non? En 1835, l'esclavage est aboli. Les esclaves libérés refusent de continuer leur pénible travail dans les plantations de canne. Les planteurs font alors appel à une main-d'œuvre en provenance de l'Inde. Celle-ci va s'installer définitivement sur l'île. Aujourd'hui, les Indiens représentent 60% de la population et ils perpétuent ici leurs traditions, leurs fêtes religieuses et leurs cérémonies rituelles. Remplacés par les Indiens dans les plantations de canne, les descendants des anciens esclaves vont se retrouver tout naturellement sur le littoral. C'est eux qui vont devenir pêcheurs ou artisans. Comme celui-ci, rencontré dans un petit village du nord de l'île, il fabrique inlassablement des casiers pour les pêcheurs. Combien de temps pour construire un casier comme ça? Un jour. Un casier, un jour. Et tu vends combien un casier comme ça? En ce moment, 100 oublies. 90 sous, puis 100 oublies. Il y a beaucoup de clients? Oui, un peu. Un petit chantier de bateau, comme beaucoup d'autres, ici peu d'outils. La fabrication d'une pirogue de pêche demande un mois de travail. Les bateaux font 5 à 10 mètres. Il y a aujourd'hui à Maurice environ 2600 pêcheurs. Beaucoup se contentent de pêcher dans le lagon, mais quelques-uns osent s'aventurer au-delà de la barrière de corail.
Quelques 800 tonnes de poissons sont ainsi pêchés chaque année. Aussitôt débarqué, la totalité de la pêche est rachetée sur place par le bagnant. C'est un genre de marailleur et souvent même, le bateau lui appartient. C'est lui qui paye les pêcheurs et revend aussitôt le poisson au public. 5 livres et demi. 5 livres des grammes. Tous. 1 et demi. Comment on a un niveau de sucré? On fait ça depuis création, je pense que c'était les coutumes. Les baillons, il y a des PCR, toujours ça marche comme ça, jusqu'au maintenant. Tu as bien gagné ta journée? Oui. On peut savoir combien? Environ 175. 175 roupies? Oui. Et demain, tu recommences? Demain à 6 heures. Alors bonne pêche pour demain. Demain. Samedi, fin de bonne journée. Peut-être si mon est béni. Ça va. Et il arrive encore parfois, lorsque la nuit est tombée, que l'on entende retentir sur la plage le tambour du Sega, la musique traditionnelle des pêcheurs, descendants directs des esclaves africains. Et ils n'ont pas oublié le rythme du continent noir. L'île Maurice aujourd'hui est une société multiraciale. Européens, créoles, indiens et chinois, arrivés plus tardivement pour faire du commerce, même s'ils ne se mélangent pas, cohabitent pacifiquement. Venus pourtant de pays très différents, avec leur mentalité et leurs coutumes, ce sont tous aujourd'hui des Mauriciens. C'est peut-être cela le miracle de Maurice. À l'origine déserte, elle est devenue le point de rencontre d'une mosaïque de continents. En 1958, le principe du suffrage universel est introduit dans l'île. 10 ans plus tard, en 1968, l'indépendance est votée d'une courte majorité. Sans guerre, sans effusion de sang, l'État mauricien est né. L'île Maurice reste au sein du Commonwealth et la reine d'Angleterre est aussi la reine de Maurice. Mais cette ancienne colonie anglaise ne cessera jamais vraiment d'être française. Le 12 mars 1968, l'Union Jack est affalé au profit d'un drapeau mauricien flambant neuf et multicolore. On n'était pas très satisfait d'abord. Ces trois couleurs, on les trouvait peu harmonieuses. Et ces quatre couleurs, pas trois, les quatre couleurs, on les trouvait peu harmonieuses. Mais finalement, on s'est habitué. Et maintenant, quand on est dans un pays étranger et qu'on voit flotter le drapeau mauricien, on a un petit pincement au cœur. Ça fait tout de même un peu plaisir. Donc aujourd'hui, vous vous sentez mauricienne avant tout ou française? Ah, mauricienne. Oui, mauricienne. Mauricienne ascendance française, si vous voulez. Si on vous demande pourquoi vous aimez l'île Maurice, pourquoi vous aimez votre île, qu'est-ce que vous répondez? Peut-être quand on a grandi, quand on est né dans un pays, on ne peut pas expliquer pour quelle raison.
Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de regarder un paysage, une plaine ou la mer et vous dire comme j'aimerais tenir cette partie de mon pays dans ma main?